virus du Covid-19 se transmet de deux manières. D'une part par les gouttelettes, donc le postillon que l'on va émettre quand on va tousser ou qu'on va éternuer. Hein, les petites gouttelettes sont chargées de virus qui du coup pourra vous contaminer si vous êtes touché par une gouttelette. Et la deuxième modalité, c'est vraiment le manuportage. Donc si vous touchez une surface sur laquelle une gouttelette vient d'être déposée, vous pouvez, en touchant votre visage, vous contaminer. Alors, la durée d'incubation du virus maintenant est relativement bien connue. En fait, en moyenne, c'est 4 jours, tout en sachant qu'il peut y avoir un maximum jusqu'à 14 jours. Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, le masque en tissu ne va pas vous permettre de vous protéger. Le maillage n'est pas suffisant. En revanche, c'est vraiment une protection collective. C'est pour ça qu'il faut vraiment insister pour que le maximum de personnes puissent porter ce type de masque, à défaut de porter un masque chirurgical, parce que le tissu va bloquer les fameuses gouttelettes. Et donc, quelqu'un qui serait malade sans le savoir parce qu'il n'a pas développé beaucoup de symptômes, toutes les gouttelettes qui sont contaminées ne seront pas émises en dehors de ce masque en tissu. Donc le masque en tissu, vraiment, c'est une protection collective et non une protection individuelle. Masque, qu'il soit en tissu ou qu'il soit d'une autre matière, il faut vraiment impérativement qu'il soit entre guillemets étanche. C'est pour ça que par exemple pour un masque chirurgical, vous avez un petit renfort sur le nez, on va dire, et donc il faut bien mouler le masque sur le visage pour éviter toutes les fuites. Si vous avez des fuites, en fait, vous avez vraiment la possibilité soit d'inspirer ces fameuses gouttelettes, soit de projeter une gouttelette. Donc le masque, vraiment quel qu'il soit, doit vraiment être collé au visage le plus possible et éviter le plus possible les fuites. Alors voilà, une fois qu'on a posé le masque, je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre quelques instants pour le poser et bien le positionner, parce qu'après on ne peut plus le toucher. Parce que le masque va vous protéger, vous et l'environnement, et en fait il peut être chargé de gouttelettes contaminées. Donc si vous touchez votre masque, vous pouvez contaminer vos mains. Et par ailleurs, en touchant le masque, vous risquez, si c'est un masque chirurgical, vous risquez de tasser, on va dire, le maillage. Donc l'idée vraiment, c'est que si on a vraiment envie de se moucher, de boire, il faut défaire son masque proprement par les lanières ou par les élastiques, se moucher, se relaver les mains et changer de masque. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire avec parcimonie, et là aussi c'est une gestuelle qu'il va falloir d'ores et déjà apprendre et s'approprier, parce que malheureusement on risque d'en avoir besoin pendant encore de nombreuses semaines. Le lavage des mains, je vous propose une petite démonstration très simple. Hein. Donc vous prenez la solution hydroalcoolique que vous avez, vous essayez d'en mettre vraiment le plus possible, une ou deux petites pressions pour en avoir et en recueillir dans la paume de votre main. Le premier geste, c'est vraiment paume contre paume, ensuite c'est paume contre dos, ensuite il faut aller vraiment entre les doigts. Ensuite, c'est le dos des doigts. Et donc là, il faut vraiment mettre les deux mains, les deux l'une dans l'autre. Et ensuite, vous avez les ongles. Ne pas oublier les ongles. Les pouces. Donc bien à faire ce mouvement de pouce. Voilà. Et en dernier, ce sont les poignets. Donc en fait, vous devez vraiment avoir les mains sèches, ça doit durer 20 à 30 secondes ce geste, et ça doit vous permettre d'avoir vraiment des mains extrêmement propres. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir le moins de bijoux possible pour éviter que la solution n'aille pas dans tous les espaces cutanés. Donc ne pas avoir de bijoux, de bracelets, et si possible avoir des ongles les plus courts possibles. Voilà. Pour le masque, je vais vous proposer donc une petite démonstration.
Donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment bien insisté sur le fait de le tenir le plus possible seulement par les élastiques, pour éviter toujours d'écraser en fait le tissu du masque, de bien appliquer la petite bordure renforcée sur le supérieur, hein, donc sur le nez, pour éviter toute fuite. Et d'ailleurs, une des fuites lorsque l'on a des lunettes, c'est d'avoir de la buée, hein, vous voyez. Là, je ne sais pas si on peut le voir sur la caméra, mais je pousse un petit peu le masque et j'ai automatiquement de la buée. Donc la buée, ça va être vraiment un indicateur de fuite du masque. Donc ça, sur la partie haute, c'est évidemment primordial, et sur la partie basse aussi. Comme vous pouvez le voir, si vous avez de la barbe ou une moustache, ça peut malheureusement contribuer à certaines fuites. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut insister, avoir le plus possible, pas de barbe, ou avoir vraiment une moustache la plus fine possible, et ne pas hésiter pendant les quelques instants où vous posez le masque, de bien vérifier l'absence de fuite. Parce qu'après, malheureusement, vous ne pouvez pas le toucher pendant toute la période pendant laquelle vous portez le masque. Le masque, il faut le changer si il est mouillé, si finalement, pour X raison, il est sale, et si aussi vous avez très soif, de défaire. Là aussi, il y a une petite gestuelle particulière à avoir que je vais vous montrer. Donc là, en fait, le fait de ne pas toucher l'avant du masque, c'est plus pour éviter de se contaminer les mains. Donc, quand on pose son masque, il faut se laver les mains en premier. Quand on le défait, on se lave les mains en dernier. Voilà, pour être sûr toujours d'avoir les mains les plus propres possibles. Et donc, pour avoir les mains le plus propres possible, c'est vraiment de tenir le plus possible que par les lanières, que ça soit des élastiques comme sur ce modèle, ou que ça soit des lanières. Si dans votre foyer, malheureusement, quelqu'un est touché par le virus, il faut effectivement limiter les contacts. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire déjà un nettoyage particulier du logement. Donc dès lors que la personne malade va aller dans les sanitaires, la douche, il faut que toutes ces pièces soient bien nettoyées, et donc typiquement avec un produit type eau de Javel, pour protéger donc le reste de la famille, du foyer. Pour ce qui est du quotidien, l'idée c'est vraiment que la personne qui est malade porte un masque, à la fin de limiter donc l'émission de gouttelettes. L'idée aussi qui a été avancée visiblement par le Premier ministre, c'est de pouvoir vraiment isoler le plus possible les cas contacts étroits, et donc typiquement dans le foyer, au mieux, il faudrait vraiment que tout le monde puisse porter un masque, entre guillemets, dans toute la journée. Pour ce qui est de la prise des repas, soit la prise des repas est un peu dissociée dans le temps, bon, ce qui n'est pas très convivial et sympathique, mais sinon, il faut du coup vraiment s'organiser pour avoir une distance sociale, donc le fameux mètre minimum entre toutes les personnes du foyer qui seront autour de la table. Le premier temps, ça va être d'essayer de garder le plus possible la distance sociale, ce fameux mètre de sécurité. La deuxième chose, donc le mode de contamination par les mains, et donc il faut toucher le moins possible les poignets, les interrupteurs, les barres pour se tenir, etc. Donc moins vous touchez, mieux ça vaut. Si pour X raison, vous êtes obligé de vous tenir à une barre de soutien, faites-le évidemment. Et en revanche, moi mon conseil c'est de prendre la solution hydroalcoolique et de vous nettoyer les mains juste après. L'autre chose, c'est qu'il faut essayer de se contrôler sa gestuelle, puisque globalement on se touche le visage à peu près toutes les minutes. Or ça va être aussi donc un moyen de contamination, donc l'idée c'est vraiment de limiter le plus possible ce geste de se toucher le visage. Évidemment, si vous le faites, eh bien essayez peut-être de vous laver les mains avant de repositionner les lunettes, avant de vous moucher. C'est vraiment très important de pouvoir se laver les mains de manière itérative dans les transports en commun.
gants ne sont pas du tout conseillés et ça, il y a eu quand même très peu de variations à ce sujet. Les gants en fait sont en plastique et c'est la surface sur laquelle le virus va rester le plus longtemps, hein, jusqu'à 72 heures. Si vous portez des gants, d'une part vous ne pourrez pas les laver et d'autre part vous risquez d'avoir des virus en permanence. Et donc eu égard au fait que vous, en moyenne on se touche le visage à peu près toutes les minutes, vous risquez, sans le vouloir en fait, hein, vous risquez de vous contaminer parce que avec vos mains gantées, vous allez vous toucher les visages, vous allez repositionner vos lunettes, vous allez vous gratter un peu le nez. L'idée que les gants puissent être mis, ça va vraiment plutôt s'adresser à une typologie de métier. Un livreur, pourquoi pas? Quelqu'un qui manipule le courrier, là aussi pourquoi pas? Parce que là on comprend bien qu'on ne va pas pouvoir se laver les mains avec la solution hydroalcoolique après avoir touché chaque lettre. Donc dès lors qu'il y a une manipulation particulière d'objets, c'est vrai que les gants pour la tâche à accomplir, ça peut se concevoir, mais encore une fois c'est vraiment un faux ami parce que si vous avez des gants et que vous touchez le visage, vous êtes sûr d'être contaminé. Donc les gants c'est vraiment pas du tout à diffuser en grand public. Si vous allez faire vos courses, il ne faut pas porter de gants. Il faut en revanche insister sur le lavage des mains. On a à faire ces courses, ben c'est vrai que c'est bien de privilégier tout ce qui est livraison ou drive. Ça va éviter que vous vous promeniez entre guillemets dans un magasin. Si in fine vous allez faire vos courses, le premier temps, hein, ce qui est vraiment très important, c'est vraiment la distance sociale. Donc essayez à chaque fois d'être relativement distant de toutes les personnes. Deuxièmement, pour tout ce qui est paquets, emballage, fruits et légumes, en fait il n'y a pas de contamination décrite dans la littérature scientifique de personnes qui seraient devenues malades à cause d'une manipulation de produits ou de paquets. En revanche, la mesure vraiment de précaution, c'est de prendre tout ce dont vous avez besoin et une fois arrivé à la maison, de bien dissocier en fait par exemple les fruits et légumes que vous allez pouvoir nettoyer à l'eau et au savon, et ce qui d'ailleurs normalement doit toujours être fait, et puis les autres produits, typiquement l'emballage pour les pots de yaourt, eh bien, il faut se défaire de l'emballage des pots de yaourt et éviter de tout manipuler, d'avoir vraiment une espèce de séquence de l'emballage, il a traîné peut-être un peu partout, donc je le défais proprement et je me lave les mains après. Et donc finalement les yaourts qui étaient dans l'emballage a priori n'ont pas été touchés par des tierces personnes, ou en tous les cas ça fait plus de 72 heures que personne ne les a touchés et donc au-delà de 72 heures on sait qu'il n'y a plus de virus sur les surfaces inertes. Donc je pense qu'il y a vraiment à la fois quel est le comportement dans le magasin, donc ne pas hésiter si besoin à se relaver les mains s'il faut, et une fois qu'on est arrivé à la maison, avoir vraiment un discernement entre les produits, qu'est-ce que je vais passer à l'eau et au savon et qu'est-ce que je vais pouvoir défaire pour enlever l'emballage qui serait éventuellement contaminé. Typiquement, si vous achetez, je sais pas, par exemple un cahier pour vos enfants, il n'y a pas d'emballage, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire très simplement, vous ne le passez pas à l'eau de javel, vous le laissez sécher entre guillemets pendant 72 heures et vous êtes sûr qu'au bout de 72 heures, il y a plus de virus. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir des petites techniques comme ceci qui permettent de rassurer tout le monde et ce d'autant que vraiment la littérature scientifique qui est quand même très profuse depuis le début de la pandémie montre bien qu'il n'y a pas eu de contamination. Donc c'est vraiment une mesure supplémentaire qui doit vraiment viser à rassurer tout le monde. Non, il y a plusieurs articles qui expliquent tout ce phénomène de saisonnalité. En fait, la saisonnalité des infections, et notamment à coronavirus, dépend vraiment de plusieurs facteurs. D'un point de vue météorologique, ce qui est vraiment bien décrit, c'est que les infections en règle générale interviennent plus lorsque, et ça c'est un peu contre-intuitif, plus en période de froid et de froid sec, et notamment pour le
le coronavirus. Il y a d'autres facteurs qui font, par exemple, pour la grippe, que la grippe est dite saisonnière, c'est qu'en fait l'immunité acquise ne va pas être très longue et qu'il va y avoir aussi une immunité de groupe. Donc globalement, lorsque le virus arrive au début de l'hiver, parce que les températures chutent, il y a aussi un peu plus de promiscuité, les gens vont être beaucoup plus rassemblés dans des lieux, on va dire, confinés, et donc le virus va circuler, et comme l'immunité n'est pas très longue, eh bien c'est comme si les personnes n'avaient jamais vu vraiment le virus de la grippe. Et donc il va y avoir une épidémie et qui va finalement s'éteindre, non pas avec l'arrivée des beaux jours, mais parce que finalement il va y avoir cette fameuse immunité de groupe, c'est-à-dire 70% de la population ayant été malade, peu ou pas, les symptômes peuvent être effectivement très variables, avec malheureusement des décès, et parfois on a juste entre guillemets une bonne grippe pendant 2-3 jours. Il va y avoir cette immunité de groupe qui fait que les personnes ne pouvant plus être malades ne vont plus être contagieuses et ne vont plus transmettre le virus. Et donc finalement l'épidémie va s'éteindre. Là typiquement c'est un nouveau virus chez qui l'immunité de groupe, l'immunité collective n'a pas du tout été faite, puisque selon tous les rapports et les recherches, on serait plutôt à 15%, donc on est vraiment très loin du 70% de la population qui serait immunisée. Et par rapport à l'immunité, la durée de l'immunité, ça aussi c'est vraiment une grande question, parce que les coronavirus, donc cette famille de virus qui est plutôt un virus animal, parfois peut infecter l'homme, et ça va occasionner plutôt un rhume assez banal, et on sait que l'immunité de ce type de coronavirus est très brève, et donc on se pose vraiment la question de savoir les personnes qui ont été malades, est-ce qu'elles vont être immunisées longtemps ou non. On va dire un rhume tous les hivers, parce que on n'a pas d'immunité longue. Il y a vraiment plusieurs aspects qui font que malheureusement l'arrivée des beaux jours ne devrait pas être l'occasion d'une décroissance importante de la pandémie. Il n'y a pas de description dans la littérature scientifique, et il y a beaucoup d'interrogations, notamment vis-à-vis en fait des tests que l'on peut faire chez les personnes qui ont été malades, et on a beaucoup d'interrogations sur la présence ou non d'anticorps qui sont donc les défenses de l'organisme. Ces anticorps classiquement lors d'une infection apparaissent assez rapidement, on va dire de l'ordre d'une semaine, et en fait on voit que parfois ils mettent jusqu'à 1 mois à apparaître, et parfois ils n'apparaissent pas. On se pose aussi cette question de est-ce qu'ils vont être protecteurs et longtemps. Il y a beaucoup d'interrogations, tout en sachant que à l'heure où on se parle, il n'y a pas eu de cas réellement décrits de réinfection. Globalement, le message que l'on peut quand même véhiculer, c'est une personne qui a été malade, il faut conserver les mesures barrières, la distance sociale, parce que on ne sait pas exactement si les personnes vont être à nouveau malades, ou est-ce qu'elles vont être aussi vecteurs, donc est-ce qu'elles vont pouvoir transmettre le virus tout en ne développant forcément de symptômes. Il faut que de manière globale, tout le monde puisse garder la distance sociale, utiliser les gestes barrières, utiliser aussi un masque, puisque vraiment là c'est pour le coup la recommandation officielle, notamment de l'Académie de médecine. Il faut, dès lors que l'on sort de son foyer, que l'on sort de chez soi, il faut porter un masque, donc, et le minimum c'est le masque alternatif. Alors les gestes barrières, en fait, ce sont en premier lieu, c'est de pouvoir se laver les mains. Donc il y a la distance sociale, mais donc de 1 mètre, mais il y a vraiment le fait de pouvoir se laver les mains extrêmement fréquemment. Le lavage des mains est optimal lorsqu'il est fait avec de l'eau et du savon, puisqu'on a à la fois un lavage mécanique avec l'eau qui coule et chimique avec le savon. Donc typiquement vous avez des mains sales parce que vous avez fait du jardinage ou quoi que ce soit, le lavage à l'eau et au savon est vraiment le plus pertinent. Tant et si bien que si vous avez des mains sales, il faut d'abord faire un lavage à l'eau et au savon avant de faire la friction avec la solution hydroalcoolique. Donc la solution hydroalcoolique va vraiment désinfecter votre main, mais ne va pas pouvoir faire ce lavage complet qui est fait avec l'eau et le savon. Donc ça c'est vraiment, on va dire, le premier geste barrière. Après donc la distance
social. La deuxième chose, c'est pour éviter toujours ce problème de manuportage, de pouvoir éternuer, tousser dans son coude, d'éviter l'émission de postillons si on éternue ou si on tousse. La question ne se posera plus si tout le monde vraiment porte un masque, masque alternatif ou masque chirurgical. L'idée, c'est de vraiment garder ses distances et donc de ne pas faire d'accolade ou ne pas se serrer la main. Hein, l'idée, c'est de toujours garder ce mètre de sécurité, donc on se salue différemment et en tous les cas, ne surtout pas se serrer la main. Très clairement, les mains sont vecteurs potentiels de virus. Et puis ensuite, l'idée, c'est de vraiment pouvoir jeter tous ces déchets, donc typiquement le mouchoir que l'on vient d'utiliser ou le masque jetable, un masque chirurgical jetable que l'on a utilisé, il faut le jeter dans une poubelle. Et voilà. Peut-être une petite précision sur la gestion des déchets, peut-être. Donc là, c'est pas un geste barrière, mais on va dire que c'est finalement complémentaire. L'idée, c'est que vous puissiez mettre vos déchets dans un petit sac poubelle. Dans ce sac, vous allez le conserver, donc vous le fermez hermétiquement une fois que vous avez mis vos déchets. Le laisser en stockage, entre guillemets, pendant 24 heures. Et ensuite, vous pouvez le positionner dans un autre sac plastique et le mettre dans la filière ordures ménagères classique. Donc ça, c'est quand même primordial et c'est pour toujours éviter la diffusion des germes qui pourraient s'effectuer si on posait un mouchoir sur un coin de table. Le virus pourrait rester sur ce coin de table et devenir éventuellement contaminant.